Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez travailler avec nous, vous pouvez directement nous envoyer un message sur Instagram ou prendre directement rendez-vous dans notre bio Instagram. On a un lien avec lequel on pourra vous proposer un échange téléphonique pour discuter des différentes problématiques que vous rencontrez dans le sport. Et vous avez directement accès également à notre site internet. Et pour les compléments alimentaires, vous savez qu'on travaille avec une marque, on travaille avec NutriPure. Avec le code Stratège, vous pouvez avoir une réduction et ce sont évidemment les meilleurs compléments sur le marché, ceux qu'on propose à nos athlètes et ceux qu'on utilise personnellement. Donc ce soir, je suis avec Romain, Eliam et Soulé et on va vous proposer un nouveau format, un format qui va nous permettre d'avoir des réponses un peu plus courtes et d'aborder un peu plus de sujets divers et variés. On va fonctionner avec un système de tu préfères. Donc j'ai préparé quelques questions pour chacun d'entre eux avec des tu préfères ceci ou tu préfères cela. Évidemment, réponse spontanée obligatoire. Je ne vais pas donner les questions en avance. Attends, juste, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était un truc dont on s'était inspiré, mais quelqu'un l'avait déjà fait. On Ouais. s'est fait ou on a déjà oublié? Eliam était l'investigateur principal de cette tendance. Ouais, j'ai vu ça sur un podcast anglophone, Performotion. Donc, je sais pas si vous écouté ça, mais je me disais que c'était cool de reprendre le truc avec nos questions à nous, bien sûr. Ouais, donc on a repris le concept et puis on va vous proposer nos questions à nous. Je commence avec la première, j'ai ma petite liste sous les yeux. Et vu que c'est Eliam qui a parlé, c'est à lui que revient tout de suite la question. Eliam, tu préfères bosser avec un athlète qui overshoot ou un athlète qui undershoot? C'est compliqué, mais je dirais que quand même l'undershooter. Je dirais l'undershooter que c'est plus facile à rattraper et ça se base pas forcément sur les mêmes choses en fait. Le gars qui aura le profil à undershoot et le profil à overshoot. Donc ouais, pour moi overshoot juste parce que j'ai plus eu l'occasion d'avoir le truc inverse. Donc voilà, je dirais team undershoot. Okay. Moi, je pense que en fait, ça dépend à quel point, tu vois. Parce que si c'est un gars, tu lui demandes un RPE 7 et il te sort un RPE 10 à chaque fois, c'est chiant quand même. Alors que je pense que dans l'autre sens, ça n'existera pas trop. Tu n'auras pas quelqu'un à qui tu as demandé un RPE 7, il va te faire une série avec 10 reps de réserve, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, le truc que je me dis aussi, c'est vu qu'on programme majoritairement en pourcentage, les profils comme ça, un petit peu particuliers, qui overshoot ou qui undershoot, en soi, s'ils ne reprogramment pas, bah, ils peuvent pas vraiment sortir de ce qu'on avait prévu, tu vois. Ah si, t'inquiète, ils peuvent. Bah, en faisant du reprog, justement. Ouais, bah c'est ça, mais le principe de l'overshooter et de l'undershooter, c'est que il sort de la prog, tu vois. À ce moment-là, je vais préférer un undershooter parce qu'il va avoir moins tendance à hors-prog. Il va pas vouloir tester ses max, etc. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah, du coup, je pense que je vais dire la même chose, en fait. Et toi, Roman? Ah, vous n'avez pas de personnalité, les gars, ou quoi? Non, moi, j'allais dire. Moi, je pense que je vais prendre l'overshooter parce que je trouve que undershoot tout le temps, en fait, tu as des gars, ils n'arrivent pas à forcer aussi. Donc, en fait, je trouve que l'overshoot. Enfin, seul, je dirais que c'est mieux d'être un undershooter, mais coaché, je dirais que c'est pas mal de récupérer des overshooters. Parce qu'en général, c'est des mecs qui aiment bien s'entraîner fort. Et je suis d'accord que souvent, ils font un peu des conneries en hors-prog. Genre, on va donner des noms directs, mais Dominique qui arrondit 2,72 à 300. Voilà. Ah oui. Ça, bon, c'est des petits Il y avait hors-prog. eu aussi des séries. Attends, moi je dis rien, mais j'ai vu des séries qui devaient être à 180 qui se sont terminées à 240. Je me suis dit, attends, mais là c'est un bel arrondi, tu vois. Un petit arrondi, tu vois, c'est un peu. Il y a une plaque en trop là, c'est tout. Tout, tu vois, mais c'est. Mais après, je me dis, l'overshooter, je pense qu'il a des qualités. Enfin, t'as certains athlètes, en fait, l'avantage de l'overshooter, c'est qu'il n'a pas peur des charges, en fait. Et ça, je trouve que parfois, pour un athlète qui fait de la compétition, un athlète qui a tendance à se donner fort, c'est un athlète que tu vas pouvoir pousser en compte, tu vois. Et je pense que tu as des athlètes qui parfois arrivent pas à monter en niveau parce qu'en fait, ils ont un peu la trouille de certaines charges. Ouais. Et donc, je pense que ça peut. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis, Romain, sur le fait que ça est aussi une question de dose, en fait. Voilà, est-ce que c'est un gros overshooter ou un undershooter? Un gros overshooter, je pense que rapidement aussi, c'est dur à coacher parce que tu te retrouves avec un gars qui écoute rien et en fait, à la fin, il te dit oh, ça marche pas, j'avance pas. Et en fait, en semaine 1, il est RPE 10, quoi. Ouais, ça c'est le classique. Après, je pense que si c'est genre juste d'un point, genre c'est facile à pré-shot, tu vois. Genre tu sais qu'il va toujours overshoot. Si tu veux qu'il soit RPE 8, enfin, tu vas lui mettre RPE 7, tu vois. Tu peux essayer de le tricks comme ça. Et je trouve que pour l'undershoot, ça marche un peu moins bien. Ouais, Et puis de toutes les façons, pourcentage, RPE, tout, enfin, il y a plein de manières de décrire les sets d'une façon à contraindre l'athlète et éviter ce genre de trucs. Genre, tu peux lui donner Ouais, un c'est ça. cap et tout en charge ou un truc comme ça, qui va éviter ces trucs-là, genre. Et Après, un undershooter, je peux te dire, tu mets minimum ça. Alors qu'un overshooter, je peux te dire, tu dépasses pas ça, parce que je sais qu'il aura envie de le faire.
Mais je pense en fait que du coup, là, on est dans un cas où vraiment le gars, c'est malveillance max, tu vois. C'est lui, il a décidé qu'il allait pas respecter la prog. Et je pense que du coup, ce cas-là, c'est plus un overshooter. Genre, il n'y a pas un mec qui va undershoot volontairement, je pense. Oui, 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 oui. Genre, c'est des gens qui ont de l'appréhension, mais ils vont pas se dire, ouais, aujourd'hui, je dois faire single RPE 9. J'ai trop peur, en fait, j'ai pas envie de PR. Du coup, je vais mettre moins lourd, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ou sinon, le mec, il s'est trompé de sport, quoi. Et toi, Soulet, tu coaches plutôt l'undershooter ou l'overshooter? Bah, au début, là, quand on a posé la question, j'étais dans le camp de l'undershooter. Après, je me dis, en fait, dans un cas comme dans l'autre, on sera jamais dans un cas où l'athlète, il veut nous faire du mal et il veut nous enlever des années d'espérance de vie, tu vois. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va un petit peu discuter au fur et à mesure des semaines et tout. Et je pense que, en vrai, en 2-3 blocs, que ce soit un undershooter à la base ou un overshooter, tu vas réussir à l'amener où tu veux. Donc, je vais faire la réponse nulle, mais les deux, quoi. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'en fait, c'est aussi le rôle du bon coach, entre guillemets, d'arriver à lui trouver un peu une façon de se réguler, quoi. Parce que je pense qu'il y en a aussi, c'est pas toujours volontaire, quoi. Il y a le côté, t'as l'athlète qui, ouais, malveillance max, qui a envie de, bah, en fait, il a juste envie de pousser, tu vois. Et puis donc, la prog, c'est un support, mais bon, C'est une trame. Et moi, j'ai déjà entendu ça. La prog, c'est une trame. c'est une trame, et puis le jour J, tu fais ce que tu veux. Mais ouais, je pense que le but, c'est aussi au bout des blocs, au bout des blocs, merde, j'ai l'impression de sortir une dinguerie, mais au fur et à mesure des blocs, c'est vrai que tu peux proposer des formats aussi qui vont s'adapter, je suis d'accord avec ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter sur l'overshooter, Non, c'est bon, j'ai aucun mec sur qui tirer là, donc c'est bon, tu peux dérouler. Eliam, tu as quelqu'un sur qui tirer, parce que c'est le moment, si tu veux. Non, tranquille. J'ai envie d'être gentil, là. Ok. Tranquille. Personne n'a des accusations. On accusera plus tard en fonction des questions, t'inquiète. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah bah, j'ai une question là, j'espère que j'aurai des accusations, parce que celle-ci, elle me plaît beaucoup. Est-ce que vous préférez coacher un athlète qui est trop dépendant de son stuff, genre il a besoin de son singlet, il a besoin de ses sleeves, il a besoin des conditions parfaites, ou est-ce que tu préfères, j'allais dire encore Eliam, mais je ne vais pas l'accuser à chaque fois, ou est-ce que vous préférez un athlète qui est capable de s'entraîner un peu en toutes conditions, mais qui résultat parfois est un peu, je dirais, distrait à l'entraînement, qui n'est pas forcément quelqu'un de carré? Le névrotique ou pas le névrotique lifter? Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. En mode celui qui est vraiment, il en a rien à foutre. Ou alors vraiment, il lui faut tout, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Moi, vas-y, hein, mais. moi, je préfère le mec full stuff. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre de dire ça, mais moi, j'aime bien en tout cas quelque chose qui est prévisible. Tu vois, j'aime bien les gars qui sont carrés, prévisibles, en mode, tu sais que même s'il aime trop son stuff, tu peux lui apprendre à s'en détacher un petit peu et tout. Alors que le mec qui est tout le temps, tu vois, aléatoire, genre un jour il va faire ça, un jour il va faire comme ça, un jour ouais, j'ai un peu écarté mes pieds ou je sais pas, genre juste il s'en fout. Je trouve que c'est chiant en fait. Genre j'ai l'impression j'ai aucun contrôle dessus, donc Ouais, voilà. je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve que tu as un peu extrapolé, parce que quand il dit quelqu'un qui dépend pas de son stuff, ça veut pas dire quelqu'un qui va changer de technique à chaque entraînement, quelqu'un qui, tu vois. Je pense que quand le gars, tu sais, c'est limite maniaque, tu vois, il veut tout faire pareil, tu sais, c'est le setup au bench où tu sais, il place ses doigts pendant 5 minutes et tout, tu vois. Non, mais je veux dire justement, celui qui peut s'entraîner dans n'importe quelle condition, ça veut pas dire que, bah, par exemple, il va changer de stance au squat à chaque séance ou quoi. Il peut très bien avoir. Ouais, mais il y a pas de dilemme du coup. Comment? Il y a pas de dilemme si le mec juste, Il y a pas de juste dilemme. le mec c'est Rambo, genre le mec peu importe ce qu'il fait, il va s'entraîner, genre il y a pas de dilemme. Je suis pas étonné que tu aies pris la première option. Mais genre, il squatte avec les plaques qui se barrent d'un côté, quoi, par exemple, Eliam. Par exemple. Et après, il sort du plateau et il me dit, ouais, ça a juste rééquilibré mon shift, t'inquiète. C'est bon, ça. Alors, je pense, le dilemme que je voulais plutôt poser, c'est est-ce que tu veux le lifter qui, si tu veux, quand il a passé Inzer, taille double XS, chaussettes hautes, singlet, t-shirt, il va pas être dans sa séance, ou est-ce que tu préfères justement l'athlète qui a peut-être un peu, je vais pas dire qu'il s'en fout, mais qui est un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais le gars qui il va un peu à la cool, tu vois. Ouais. Moi, celui qui va à la cool cash. Ouais, c'est le en détente, quoi. Il y a plus de dilemme, genre c'est trop facile. Non, moi je pense que je suis d'accord avec Eliam. Parce que du coup, pour moi, le gars qui est stressé, tu vois, il va être focus sur sa technique, il va être concentré et tout. Moi, je vais donner l'exemple d'un athlète que j'ai qui est vraiment genre gitan style et tout. Il s'appelle Roman Malo, tu vois. Oh putain. Roman Malo, Des il chargements bench lugubres. une planche en bois. Il aura jamais 2 fois le même setup. Il fait le tour de tous les basic fit de France. J'irai m'entraîner chez vous, en fait. Je fais une émission. Ouais, c'est ça. Il squatte dans des trucs. De base, tu savais même pas que c'était une barre. Il a juste vu un truc en métal. Il a foutu des poids dessus.
Exactement. Et je pense que, en fait, ça dépend des lifts aussi, je pense. Moi, en fait, je pense que déjà dans l'approche globale de l'entraînement, celui qui est trop maniaque, il va avoir plus tendance à stagner. Genre, c'est quelqu'un qui va facilement se mettre des barrières, facilement trouver des excuses, alors que le je m'en foutiste, bah, tu vas lui dire mets ça sur la barre, il va le mettre, et qu'il soit à Basic Fit, à Fitness Park ou sur salle calibrée, il va charger la barre pareil, il va l'approcher pareil, tu vois. Mais après, concrètement, un mec qui est maniaque, genre, s'il a les moyens de se mettre toujours dans les mêmes conditions, il peut très bien progresser. Genre, s'il peut toujours aller dans la même salle avec ses mêmes Personne ne fait lumières, ça, à avec ses part si t'es au chômage, tu vois. Ouais, je suis pas totalement d'accord. Moi, quand Non, même, pendant 6 mois, je m'entraîne tout le temps dans la même salle, j'avais mon même équipement et tout allait bien, genre. Après, t'as fait tes derniers squats de prépa dans la salle orange et ça t'a pas tué non plus, tu vois. Oui, Oui. oui, Les augmentes, mais pas les chiffres, hein, Eliam. Donc, tu vois, là, 303 au squat. Hein. Là, t'es passé à la salle orange. que Hein, ça, donc. là. Non, mais je suis d'accord aussi avec ce truc, en fait, que je suis d'accord avec Soulet sur le fait que en fait, le gars qui parfois veut que tout soit trop carré, en fait, il va un peu se saboter même avant ses entraînements. En fait, le gars, il va se dire, ouais, mais j'ai pas mon t-shirt Rogue double A7 grippant, je sais pas quoi. J'ai mangé trop de lipides avant l'entraînement. J'ai pas mangé ma petite C'est collation. le beurre de cacahuète. Ouais, mais je crois que ça, c'est la stagnation max aussi. J'ai pas eu mon lait. J'ai pas vu. Et ça, c'est un cheat code. Ça sera une question aussi. Faut-il boire du lait ou pas? Mais ça, on le sait maintenant. 300 trop au squat. Mais C'est pas vraiment un dilemme, oui. c'est pas un dilemme non plus. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le gars qui est full stuff ou pas? Non, c'est bon. Hein. Non, c'est OK. Mais moi, j'ai juste envie de dire qu'il va se faire nerf de toute façon par les nouvelles règles, puisque maintenant, c'est un singlet. Donc, s'il est full stuff, tout ça, là, c'est fini. Comment ça veut dire quoi, ça? Ben, s'il aime trop les stuff, en mode, vas-y, je mets mon premier singlet, tu vois, les gars qui ont trop de drip à la salle, oui, ok. genre. Mais ça, Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est pas un mec, c'est pas un mec qui veut tout maîtriser. Ça, c'est une fashion victime, tu vois, qui veut accorder son. C'est un Ça mec. fait partie un peu. En mode, le mec, il faut qu'il look good pour perform good, tu vois. Ça Ça, joue c'est un un peu. drip boy, hein. Un peu. Ça, c'est un mec qui squatte en Jordan violette, ça. Oh là là. Tu lances ça alors que tout est accordé, Eliam. Ça va un peu CSC, mais bon. Je suis d'accord. Je propose la question suivante. Est-ce que vous préférez coacher un athlète qui est fort, mais toujours limite sur ses standards, ou un athlète parfois un peu moins fort, mais les standards sont toujours nickel? Romain, je te vois déterminé, c'est ton tour là. Ah, j'ai archi pas l'air déterminé, là. Je me suis senti comme le prof qui te pointe quand tu baisses la tête. Je te pointe direct. Hein. Non, Moi, je vais dire team It Will Be There Midday. Parce que non, en vrai, ça dépend de la raison de pourquoi, en fait. Les standards sont pas toujours respectés. Et des fois, il y a des. Justifie-toi, là, justifie-toi, là, on est sur tes côtes. Non, en vrai, je peux comprendre. Il y a des choses, genre, il y a des circonstances qui peuvent faire que les standards sont pas atteignables tout le temps à l'entraînement et de façon que ce soit pas forcément problématique, je pense. Même si tu peux toujours être au standard, alors c'est bien. Mais ça veut pas forcément dire que le jour J, genre, tu seras pas capable de faire ce qu'il faut. En fait, il y a deux façons de voir les choses, je pense. Tu as l'athlète fort, mais qui est limite sur ses standards. Bah, lui, tu peux le travailler pour qu'il soit, je sais pas, il soit mieux au standard, ou bien comme il dit Eliam, que le jour J, il se prenne une pression et qu'il descende, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Mais l'athlète qui est un peu moins fort et qui est toujours au standard, bah, tu peux le rendre plus fort et ça fera un book fort et au standard, tu vois. Donc, en vrai, ça dépend. Court terme, je pense, quelqu'un qui est fort, mais limite. Mais si on parle d'une collaboration long terme, comme on l'entend dans le cadre d'un coaching strength stratégie, tu vois, bah, je préfère partir de quelqu'un qui est un peu moins fort et pour qui, bah, voilà, il va être très sérieux à l'entraînement, il sait que les standards, ça compte et tout. Et derrière, bah, on en fait une brute qui exécute, tu vois. Après, je suis d'accord avec Eliam sur le fait que je pense que les standards à l'entraînement, c'est important, tu vois. Personne va dire le contraire, mais je pense qu'on se matrixe un peu tous avec ça, tu vois. Dans le sens où, genre, c'est pas la mort si sur un squat ou quoi. Genre, moi, j'ai eu des athlètes qui, limite, ils déprimaient parce que, je sais pas, ils avaient pas fait leur pause au bench ou quoi, tu vois.
Ça me rappelle un mec qui a envoyé son post Instagram où Ah, ça va être pour moi, là. Ça va être pour moi. un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais il squattait en jogging et il était pas sûr de sa profondeur. Et Le tamanoir. Il fait des ramp-up c'est Romain Perkins, non, je crois. ouais, je crois, il fait des ramp-up, il fait Ouais, c'est ça. Hein. Et genre, ça l'a paniqué carrément qu'il n'avait pas la dep, alors qu'il l'avait, tu vois. Non, mais en fait, le dilemme, c'est que pour moi, en fait, les standards aussi, c'est un aspect qui entre en compte dans la technique. Et des fois, on a du déchet technique qui survient genre pendant un bloc, qui va faire qu'on n'est plus capable d'atteindre les standards, alors qu'on est capable de le faire peut-être dans un état un peu plus avec moins de fatigue et tout. Et je sais pas pourquoi tout le temps les standards, c'est quelque chose qui est vu comme différent, alors que enfin ça peut être aussi jugé juste comme un défaut technique. Genre, c'est pas forcément juste je descends pas assez. Des fois, juste, j'arrive pas à gérer mon centre de gravité pour descendre, en fait. Alors que peut-être dans ce domaine, je pourrais le faire. Genre. Ah, dans mon cas, moi, je descendais. Hein. C'est pour ça, là, je me suis dit, je suis à bloc. Donc, s'il me dit que je suis pas bon, c'est mort. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Eliam, sur le fait que parfois, le fait de pas réussir à avoir les standards, ça peut aussi montrer en fait que le gars, il fait des erreurs techniques, en fait. Je pense que typiquement, le squat, je suis d'accord avec la trajectoire. Si un gars, il a du mal à avoir les standards et que c'est l'autre dépendant, ça peut aussi te montrer une erreur technique. Et dans ce cas-là, ça devient intéressant de le taffer aussi pour devenir plus fort, en fait. Ouais. Mais j'ai l'impression que, en fait, ça amène aussi à des entraînements différents. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a des athlètes qui vont accepter d'avoir des standards toujours un peu limites, mais qui, résultat, vont s'entraîner un peu au-delà de ce qu'ils sont capables de produire en comp. Et en comp, ils vont essayer de réduire un petit peu. Et à l'inverse, tu as des athlètes qui vont jouer toujours le standard et en comp, ils vont essayer d'aller chercher de pousser un peu au max. Je prends l'exemple du fat pad, en fait. Genre, le fat pad, tu peux t'en servir pour, entre guillemets, être toujours sur des benches plus lourds et tu peux accepter le fait de dire, bah ouais, j'aurais pas ma claque, je serais pas sur le fat pad, donc je réduirais, mais je me suis toujours entraîné plus lourd, donc peut-être que je suis devenu plus fort parce que j'ai un plus gros tonnage. Ou bien tu as l'athlète qui va être toujours avec des 3 comptes, et en fait, le jour où en compte, il va se prendre un compte, mais il va PR parce qu'en fait, c'est devenu plus facile. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Après, il y a quand même un avantage aussi au standard, c'est que bon, tu es sûr que en fait, c'est beaucoup plus prédictible, tout simplement. Donc, quand tu traques les datas, etc., tu aimes bien pouvoir comparer des squats qui sont identiques et pas des squats, un qui est à la def, un qui n'est pas à la def, etc. Ouais, quoi. tu t'entraînes au standard à l'année, ton picking, il est bien géré, c'est pas un premier picking, tu sais à quoi t'attendre. Donc derrière, si sur les standards, t'es bon, si sur le picking, t'es bon, logiquement, le jour J, ça PR sans trop de surprise, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est le tracking des data et qui est un peu la marque de fabrique, ça va aussi avec les standards en fait. Parce que résultat, le jour des comptes, c'est normal d'afficher, enfin c'est normal, c'est logique quasiment d'afficher un pair en fait, parce que si tu as fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de pas afficher un bon total, quoi. C'est ça. Eliam, est-ce que tu as autre chose à nous raconter sur les standards? Pour moi, c'est bon. Je pensais que tu avais un exemple quand tu disais de pas toujours avoir les standards. On avait discuté d'un. Je pense. Comment? J'ai dit, je pense que tu pensais à toi-même. Genre, il pensait totalement à lui-même. Hein. Moi, je suis matrixé par la dev au squat, mais je sais qu'il y a des moments dans un bloc, je me sens tellement raide, genre, même en faisant tout parfaitement techniquement, je peux pas descendre. Ouais, et le jour J, je sais que je me sens plus flex. Sur les moments où tu me dis que là, tu sens que t'es high, que tu n'arrives pas à descendre et tout, genre, quand tu m'envoies les vidéos, c'est pas atroce non plus, tu vois, tu m'as jamais sorti un demi-squat. Non, c'est clair. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc dans la sphère du powerlifting où le fait de ne pas être au standard, c'est plus grave que par exemple, je sais pas, butt wink ou un truc qui a un défaut technique qui est flagrant, mais si tu as l'adepte, ça va, c'est OK. Alors que pour moi, il faut mettre ça au même niveau. Genre, si j'avais un peu mieux géré mon équilibre, j'aurais été à l'adepte. Ou bien tu stagnes, mais tu es toujours au standard, tu vois. Ça, c'est aussi un truc qui me fait un peu rigoler. C'est parfois, tu as des gars sous couvert de standard, en fait, ils osent pas trop. Et je suis d'accord, je crois que c'est celui qui disait ça, sur le fait que, ou peut-être Romain, parfois, c'est pas mal aussi de te dire un peu, bon, écoute, t'y vas. Et puis, bon, c'est pas grave si ton squat, il manque 1 centimètre, ça va aussi te débloquer un peu l'escalier suivant, quoi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir gratter un peu des nouveaux paliers, quoi. Et je pense que parfois, c'est pas mal. Et évidemment, le standard, c'est important, mais j'ai l'impression que ceux qui sont tous matrixés sur les standards, genre vraiment, tu vois, il y a des gens, ils vont passer leur vie à checker, je sais pas, les pauses ou quoi de tout le monde. Mais ceux-là, ils cassent les couilles, on va pas. C'est comme les gens qui, tu sais, ils vont te dire, je sais pas, tu fais un curl,
je sais pas, tu fais une perf au curl et il va te dire oui, mais ton mouvement est pas contrôlé. Ouais, Oh, là, vraiment, t'as fait 0 rep, là. Là, t'as fait 0 rep. Moi, j'ai compté 0. dans ta série, voilà. Non, vraiment, il y en a, ils abusent du bail. Vraiment, là, quand tu as dit ça, ça m'a fait remonter des vieux souvenirs atroces, là. T'es tout content, t'es à la salle, tu tapes un nouveau 5 RM, 3 RM, t'es refait et tout. On te dit, ouais, t'es pas bon, sois pas content. Genre. J'en ai compté 0 des reps. En ça, en compétition, c'est la bulle. Et puis, fais attention parce qu'avec ta technique aussi, bon, là, tu as un PR, mais dans 2 ans, 3 ans, c'est fini. Hein. Donc, non, ça marche pas. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les standards ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on peut passer à la suivante. Let's go. Question suivante. Est-ce que vous préférez bosser avec un athlète qui se hype à l'excès ou un athlète qui dort? Genre l'athlète qui va crier partout, qui va devoir être un peu canalisé, ou l'athlète qui il doit faire son ARM et il est en train de. Voilà, il roupille un peu, quoi. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que les athlètes en question, on a le droit de les retravailler, de les remodeler un Les peu? retravailler. Est-ce qu'on a le droit de les déconstruire socialement et les reconstruire à notre image ou pas? Il est taré, ce type. On peut, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable avec tous les athlètes? Ok. Bonne question, ça. Moi, je pense que ça dépend du contexte. Oh, mais j'aurais plutôt tendance à dire on se gaze de fou. j'ai le droit de finir ma réponse. Non, je pense que de manière générale, je préfère un mec qui dort. Parce que c'est pareil, il est plus prédictible. Quoi? A.K.A. Sami Mori. SO Sami. Hein. Je me souviens quand on Masterclass, quand on était en France, son frère, il arrêtait pas de s'énerver contre lui. Il faisait réveille-toi, tu vois. Il me dit, mais il est toujours comme ça, il veut pas s'énerver. Je sais pas. Je réfléchis en fait à qui j'ai. En fait, j'ai pas d'extrême, j'ai l'impression. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que la phase, l'arc hype de zinzin, full ammoniaque et tout, j'ai l'impression que c'est en train de passer. Et on a des athlètes qui savent mieux gérer leur hype, qui sont pas full, genre le full stuff classique, tu vois, starter pack, SBD, barre lombaire et ammoniaque, tu vois, on le voit plus trop, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi en vrai. On a bien fait de l'anti-propagande. Moi, je pense que c'est à cause du réel de sous les stratégies. Il a détruit l'ammoniaque. Donc, ça, pour le coup, c'est cool. Et là, bon, je pense qu'on a certainement des athlètes qui dorment, mais des athlètes qui se tapent le crâne contre les murs et tout, on n'en voit plus trop, tu vois. Donc, ouais, je dirais si j'arrive à le réguler assez rapidement, l'athlète qui se hype trop. Ah bah non, j'ai Anthony, c'est bon, on l'a trouvé. Tu sais que j'étais en train d'y penser, je me suis dit, mais je me disais, mais il dit quoi là? Moi j'en ai un en tête. Ah, c'est bon, il y a juste Anthony. Anthony, t'es spécial, t'es unique, mon pote. et du coup, Anthony, par exemple, c'est bien, moi je kiffe le coacher. Mais là, par exemple, il est en deload, j'ai entrevu la notification. Ouais, désolé, j'ai hors proc bench, tu vois. Donc, en général, qui dit hype max, dit aussi un profil overshooter, et on revient à la question de tout à l'heure. Mais bon, après, voilà, c'est toujours un kiff de le coacher. Anthony, c'est un bon gars, et je pense qu'il ira loin. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord, ça va souvent avec le profil overshooter, en fait. C'est une question, mais c'est plus un prolongement de l'autre. Eliam, tu voulais dire quelque chose? C'est trop compliqué. Je saute mon tour. Parce que les deux, ils sont imprévisibles. Non. Les deux, genre comme Samy, là, tu m'as dit, genre, ouais, je vais pas faire le deadlift, je rentre chez moi. Ou alors, le gars, il peut se hype de fou et juste, il te choque complètement parce qu'il oublie sa technique tellement il s'est hype, tu vois. Donc, vraiment, c'est trop dur. Mais j'aurais tendance à dire que par le bas, genre, un mec qui est trop calme, genre, en compétition, il aura quand même un stress qu'il n'a pas d'habitude. Et ça, c'est les mecs qui disent qu'ils veulent contourner la pression et tout, là. Et on a à perdre. Vous rigolez, mais je suis seul world champ ici. Bon. C'est vrai. On peut rien dire. Voilà, maintenant je vais passer pour un mec hautain et orgueilleux à cause de vous. Non, mais c'est vrai. Romain, toi? Non, c'est bon. Il veut pas se mouiller. Romain, il répond tout. Mais comment ça? Attends, je suis le premier à avoir pris mes patins, à avoir dit que je voulais un mec qui dort. Je suis le premier à avoir répondu. Okay, t'as pas répondu, Roman. Ok, moi je n'ai pas répondu. Il rebalance le ballon sur moi, c'est pas. Ouais, je pensais que j'allais pouvoir esquiver. Non, vrai de vrai, je dirais que pour performer, je pense que les athlètes qui dorment sont plus efficients. Je pense de manière générale, ils sont plus appliqués.
Mais l'athlète overshooter, enfin overshooter, oh là, lapsus, mais l'athlète qui se hype, je trouve qu'il y a un côté aussi un peu amusant à coacher. Enfin, au sens où, en Oui, compte, je vois. si tu arrives entre guillemets, si tu arrives à cadrer cette hype, je trouve que ça donne une énergie qui est assez ouf, en fait. Et je trouve, Ouais, genre, en vrai, c'est dingue, c'est dingue. genre Mais c'est pas facile, en vrai. dernier terre, tu vois, quand tu chopes un gars qui est énervé, genre le dernier terre et il peut prendre la win, tu vois. Moi, je kiffe trop, tu vois. C'est genre Ouais, t'as vraiment, l'impression que t'as lâché ton Pokémon avec sous Red Bull, tu vois. ouais, c'est ça, je suis d'accord. Tu sais, ah non, mais ça, tu vois, ça parfois, genre, il y en a certains, je me dis, putain, mais c'est quand même le kiff, tu vois. Genre, Eliam, il est plutôt calme, mais je trouve que, tu vois, quand tu lifts, quand tu as fait ton dernier terre, Ouais. tu sais, le regard, il était hypé, tu vois. Et Yam Comp, ça. Ouais, il est là, Yam il Comp. fronce les sourcils, il grogne et tout, tu vois. C'est deux personnes différentes, tu vois. Il y a le Eliam standard et il y a le Eliam coupe. C'est deux personnes. C'est William qui boit du lait, ça. Ouais, c'est ça. Dès qu'il boit du lait, c'est fini. C'est Eliam coupe. Donc, tu vois, il peut pas boire du lait à l'année, tu vois. Mais non, mais je trouve que c'est ouais, le gars qui a tendance un peu à se hyper. Je pense qu'il peut aussi parfois sortir il peut sortir des masterclass en fait. Parfois, il peut sortir de ses trucs. Mais ouais, après, c'est toujours un peu qui tout double en fait, le gars. Et puis, tu as un côté aussi qui est un peu bizarre, je trouve, quand tu gères le game day d'un gars qui se surhype. C'est qu'en fait, je trouve que parfois, il peut passer un peu à côté du moment en fait, parce qu'il est en train de gérer, de se taper la tête. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu clownesque aussi parfois, quoi. Et je trouve que parfois, tu te sens un peu con à côté, tu es là, tu sais pas quoi faire. Tu te regardes en mode qu'est-ce que je fais bon, je vais me calmer. C'est dur de, en fait, c'est dur de match son niveau. Tu vois, Ouais, je suis t'es là, d'accord. tu dois le hype encore plus que lui-même se hype. Genre, je vais pas lui mettre des patates, genre. Ouais, je suis d'accord, mais là-dessus, je me souviens, moi, d'une scène, je m'en souviens avec Romain, quand on avait coaché Corentin et John. Romain, il lui avait mis une tarte dans le dos et il lui avait sorti un truc en mode plus fort, j'ai rien senti. Ouais, en fait, je tape un peu, Chef. tu vois, et je me dis, Chef. vas-y, le but, c'est de lui mettre une petite claque, mais c'est pas de lui déboîter les omoplates, tu vois. Et je vois, genre, je commence à le frapper, genre, vite fait, tu vois, il me frappe. Déjà, tu vois, de base, je suis pas hyper à l'aise, tu vois. Je dis, vas-y. Tu vois, genre, je pense que j'aurais pu le faire plus naturellement, mais là, le fait qu'il me le demande, je trouvais ça bizarre, tu vois. Genre, vas-y, frappe-moi. Du coup, tu vois, je tape, je fais, vas-y, frère. Tu vois, genre, je lui crie un peu dessus et tout, je lui dis, vas-y. Il me fait encore plus, j'adore ça. Et je la regarde. Wesh. Frérot. Chef. Je lui fais, comportement, t'as une barre à tirer, on est pas. La hypotaser. C'était sur la vidéo. C'était bien Westside, tu vois. Et après je l'ai frappé, mec. Limite, j'ai pris mon élan, tu sais, j'ai mis un coup avec les hanches et tout, comme si je voulais battre un. Non, mais tu sais, j'ai mis un coup comme si je voulais faire mon meilleur score à la machine à coups de poing, tu vois. Mais je me souviens, et je me souviens de cette scène, et je me suis dit, c'est chaud de coacher un athlète qui veut se hyper parce que je sais pas trop quoi faire parfois. Tu vois, alors en mode, qu'est-ce que je dois faire en fait? Tu vois, est-ce que j'encourage ça, mais je sais qu'il va faire de la merde techniquement, ou je régule, mais résultat, il perd un peu d'énergie, quoi. Je sais pas trop. Mm. Toujours un peu. En fait, ça prend beaucoup de bandes passantes pour lui dire des derniers trucs qui vont lui permettre de pas rater son lift. Genre, t'es là, Surtout, mec, je sais pas trop quoi dire. il suffit qu'il ait pris sa dose de caféine, un peu d'ammoniac et tout. Il t'entend plus. Vraiment, t'as l'impression que tu lui parles en hébreu, gros. Genre. Il comprend rien du tout. Il se regarde, il a les yeux tout rouges, imbibés de sang. Ah, il te dit Tape-moi, juste, c'est dans tape-moi. combien? C'est dans combien? Je passe quand? Tape-moi, j'aime bien. Je crois que ça va être le titre du podcast. T'as plus fort, je crois que j'aime bien. Merci de cette masterclass, cet exemple. Sans rien, vas-y. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les hypes ou les. Non, c'est bon. Je propose une dernière petite question pour que ça fasse un épisode qui soit agréable à écouter et pas trop long. Est-ce que vous préférez un athlète qui a été déjà coaché, ou est-ce que vous préférez un athlète qui débarque et qui s'auto-coachait ou qui n'avait pas de coach, tout simplement? En vrai de vrai, c'est pas si important que ça. Mais en général, lorsque quelqu'un vient nous voir et qu'il a déjà été coaché, ça veut dire que ça s'est terminé pour deux raisons potentielles. Soit ça s'est bien passé et juste il cherchait à voir autre chose, ce qui est OK. Et dans ce cas-là, c'est bien, on démarre directement. Soit l'athlète a eu une mauvaise expérience et du coup, lorsqu'il tombe sur un coaching agréable et de qualité, il en ressent encore plus la qualité, tu vois. C'est-à-dire Moi, j'adore ça. Il va se dire, ah ouais, en fait, J'adore ça, moi. c'est un truc de fou, en fait, comment c'est bien de se faire coacher.
Alors que quelqu'un qui a jamais été coaché et qui tombe déjà dans... Il se rend pas compte. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu t'habilles en Gucci depuis que tu as 2 ans, tu vois. Du coup, tu n'as plus la valeur du Gucci, en fait. Vraiment. Ouais, je suis d'accord. Et le Gucci dans le coaching, on sait où il est. Ah bah. On va dire il est violet. C'est un Gucci violet. Eliam, est-ce que tu veux nous parler de justement, toi tu disais que tu aimais bien justement les gars qui justement découvraient comparaient les coachings ou qui justement venaient et découvraient est-ce que c'est qu'un bon coaching? Ouais, je suis bien d'accord avec Suleiman. Quand tu as quelqu'un qui vient déjà d'un coaching, déjà, en fait, j'ai l'impression qu'il a déjà des automatismes. Il sait déjà un peu faire des retours et tout, les cadrer. Il sait plus ou moins dire ce qu'il faut et tout. Enfin, on dirait il sait déjà se faire coacher un peu. Du coup, par défaut, il sera peut-être un peu plus coachable. Il valorise peut-être un peu plus le travail parce qu'il sait ce que c'est et tout. Et surtout, il a un point de comparaison pour se dire, ouais, là, c'est vraiment bien là, le service qu'on me propose. Du coup, je suis bien d'accord avec Souleymane. Romain, je compte sur toi pour sortir un banger. C'est parti. Non, franchement, je suis d'accord aussi. Je trouve que justement, ça permet de mieux apprécier la valeur du truc. Et moi, j'aime bien aussi qu'ils aient vu plusieurs choses et que du coup, ils puissent dire si jamais il y a un truc, je sais pas, ils ont envie de modifier quelque chose, etc. Honnêtement, c'est jamais arrivé, mais je trouve que ça permet aussi de grandir, tu vois, de se dire, de se remettre un peu en question et de voir si tu peux pas proposer mieux, en fait. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte, tu vois, l'idée, enfin, tu vois, par exemple, quand tu fais un retour, l'idée, c'est pas juste de faire ton retour. C'est genre de faire comprendre quelque chose, de faire comprendre une idée, etc. Et parfois, tu te rends compte que bah, l'idée, je sais pas, elle passe pas hyper bien, etc. Et que tu peux trouver un moyen de la faire passer mieux. Et ça, je trouve que c'est assez sympa parfois d'avoir bah, du coup des athlètes qui ont déjà une expérience parfois avec un coach et que du coup, ça te permet de voir déjà quels sont les points qui ont posé problème, etc. Et de voir comment toi, tu peux trouver une solution, quoi. Hmm. Est-ce que tu as un point que tu vois qui pose souvent problème dans les anciens coachings ou en tout cas qui justement où on te dit ah ben ça c'est chouette de pouvoir changer ça? Est-ce que tu as repéré quelque chose toi dans ta manière de travailler qui justement plaisait bien à tes athlètes qui trouvaient peut-être pas ailleurs? Honnêtement, je pense il y a plusieurs points. Après, honnêtement, je pourrais pas parler au nom des autres coachs parce que bah, je suis pas suffisamment bien placé pour savoir ce qu'ils proposent, etc. Mais je sais on a pas mal d'outils au niveau, tu vois, de la planification de la saison, de la manière dont on fait les retours techniques, etc. La proximité avec les athlètes, qu'on s'efforce de pas prendre trop d'athlètes, etc. De faire en sorte d'avoir quand même une certaine proximité, une bonne alchimie avec eux, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît. Après, honnêtement, je pourrais pas parler au nom de tout le monde parce que je connais pas, tu vois. Non, c'est une bonne réponse. Je pensais que ce côté proximité et en même temps professionnalisme et tracking, je pense que c'est un truc qui est en tout cas qui revient souvent. En tout cas, j'ai remarqué un peu dans nos suivis aussi. Ouais. Mais de toute façon, la rétention d'athlète parle d'elle-même, en fait. Donc, s'il reste, c'est que je pense qu'il est assez satisfait du service. Ouais, je pense aussi. Moi, j'ai d'autres questions, Roman. Je pense que tu es à court de questions. Non, non, Et non, du- non, 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 je suis pas. Bon, le stock, il est plein. Le stock, il est plein. Moi, je veux juste rajouter un truc. Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y avait aussi un problème parfois avec les athlètes qui avaient déjà été coachés. Quand ça a été une mauvaise expérience, ils sont vachement sur la défensive. C'est un truc, moi, que j'ai repéré chez certains athlètes. En fait, quand ils ont eu une mauvaise expérience avec un coach où ça s'est pas forcément bien fini pour X ou Y raison, c'est parfois assez dur, je trouve, de commencer le travail parce que parfois. En fait, il a du mal soit à faire confiance, genre, quand tu lui proposes quelque chose de nouveau, par exemple, soit parfois il y a des athlètes qui vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu, je sais pas comment dire ça, mais ils ont plus trop confiance parfois dans ce qu'il faut faire quand ils ont été déçus. Et résultat, tu as comment dire, t'as une double charge de travail, c'est-à-dire que tu dois le faire progresser, mais tu dois aussi le convaincre qu'en fait, tu es en train de faire attention à ce qu'il est en train de faire. Tu n'es pas juste là juste pour travailler, tu es là pour vraiment que ce soit une collaboration et que j'aime bien ce que tu disais sur le fait qu'il faut faire grandir l'athlète. Et c'est aussi, je pense qu'une fois que tu es à l'aise avec ça, je pense que c'est vraiment cool de bosser. Et puis si à un moment donné ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Mais ça laisse quelque chose de plus sympa dans le coaching aussi, je pense. Bah ouais. Je pense que c'est important voilà, que l'athlète, comme tu disais, la rétention est importante. Effectivement, s'il est satisfait, il va rester en fait. De toute façon, ça Je parle pense je pense que c'est aussi important de faire comprendre à certains athlètes que toi, ton objectif, c'est le même que lui, en fait. Tu veux qu'il soit content, tu veux qu'il progresse, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coachs ou en tout cas, c'est ce que j'ai entendu de la part d'athlètes qui étaient un peu déçus, qui ont l'impression parfois que certains coachs sont un peu enfermés peut-être dans leur dogme et qui sont plus
plutôt que de chercher à faire progresser l'athlète, ils veulent plus, genre, tu sais, faire valoir la méthode ou quoi, tu vois. Ouais, bah Mais en fait, tu vas me laisser finir ou? ah, mais je voulais prendre le relais, mais vas-y, vas-y. J'allais dire, Souley, il va sortir un fuck quelqu'un et j'ai peur du nom là. Non, moi j'allais dire, tu vois, souvent, par exemple, il y a un moment, j'avais fait un post sur le Larsen Press, tu vois. Et je sais que j'en avais reparlé à Eliam, etc. Et moi, je me souviens, j'ai eu des athlètes qui m'ont dit ouais, moi, j'ai bien progressé en faisant du Larsen Press, etc. C'est un truc que j'aimerais garder et tout, même si je sais que t'aimes pas trop. Je fais, mais écoute, moi, genre, sur le papier, j'aime pas trop. Mais genre, si toi, ça te fait progresser, que c'est un exo que t'aimes bien, je suis pas fermé à l'idée de le mettre, tu vois. Genre, ça me pose pas de problème. Au même titre que certains trucs, comme parfois, je vais dire une bêtise, mais tu vois, les élastiques sur certains mouvements et tout, je pense que dans pas mal de cas, il y a mieux à faire, en tout cas pour la force. Mais et si le gars a envie de faire un peu d'élastique pendant un moment, tant mieux, tu vois. Enfin, Ouais. Moi, j'allais dire que il y a pas mal de fois où on peut se retrouver dans une situation où on a l'impression que c'est une confrontation et plus une collaboration, tu vois. Donc, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que lorsque tu payes quelqu'un, que tu lui fais confiance pour faire ta programmation, etc., il faut lui laisser la main. Il faut pas que tu payes quelqu'un et que tu fasses ta prog en lui disant ouais, je veux ci, je veux ça, et que ouais, c'est sûr. pour tout, tu vois, il y a un juste milieu. Il faut que ça communique, etc. Mais il faut quand même que le coach fasse son job de coach. Ouais, soulève-moi de la chest press, s'il te plaît, mon bloc prochain. On verra ça après. Et ouais, il m'a fait perdre le fil. Ouais, je disais la confrontation. Et par exemple, bah, moi, j'avais été coaché un petit peu par Jason Tremblay. Je pense que je peux citer le nom, c'est un mystère pour personne. Et en fait, sur la planification en tant que telle, c'était bien. Mais par exemple, au moment de faire les feuilles de match, vis-à-vis des fameux 10 standards, il y a eu parfois des moments où j'ai trouvé qu'il a été un petit peu trop excessif et que, bah, par exemple, je peux reprendre l'histoire des championnats de France en 2022. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'était une préparation qui était très usante, que ce soit physiquement ou mentalement. C'était pendant le Ramadan. Et j'avais terminé ma préparation sur 3 fois 1 à 270 kg au squat. Ouais, même moi, je fais pas ça. Ouais, bon, abuse pas, toi. Mais en gros, j'avais terminé sur un niveau au squat qui était assez stratosphérique et c'est un niveau que j'ai plus actuellement, je pense. Et en fait, l'argument de Jason pour mettre seulement 2,73 ou je sais même plus, non, 2,70,5 en troisième barre potentielle après taper, c'était que sur mes 3 singles à 2,70, il y en avait un que j'ai écrasé et que j'ai fait ATG et 2 qui étaient un peu limite. Et il m'a dit, en gros, du coup, pour moi, tu as validé un single à 2,70 sur 3, donc ça veut dire qu'il y a 33% de chances qu'en compétition, tu le valides. Et là, je me suis rendu compte, tu vois, qu'il y avait un décalage entre la théorie et la pratique. Parce que si mon troisième squat à 2,70, j'ai pu l'enterrer après 2 singles que j'avais un peu grind, le tout sans taper, fatigue maximum et tout, je trouve que, en fait, c'était un petit peu trop vouloir assurer le 9 sur 9, tu vois. Et sachant que derrière, bah, je vous mens pas, il y a eu embrouille. J'aime pas quand il y a embrouille dans les coachings. Moi, je préfère que ça se passe calmement, qu'on échange et tout. Mais ils se rendaient pas compte à quel point j'avais fait de sacrifices sur cette prépa pour qu'ils me disent que je fais un squat à 270,5, tu vois. Donc après, on a monté un petit peu les hypothèses hautes, etc. Résultat, le jour J, oh, quelle surprise, j'ai envoyé 273 kg, RP 8,5, tu vois. Donc concrètement, ce que j'aimais pas, c'était vraiment cette confrontation coach-athlète et le fait que je doive toujours tout prouver, etc. Alors que bah, avant de me faire coacher par lui, j'avais 7 ans d'expérience tout seul quand même, tu vois. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et je pense qu'en fonction de l'expérience de l'athlète, en fonction de ce qu'il a déjà fait, pas fait, en fonction de quel coach il a eu, quelle méthode il a testé, en fonction de ses capacités à grind, ses capacités d'adaptation, enfin, en fonction de plein de facteurs, tu dois savoir doser le curseur de est-ce que je l'écoute et combien je l'écoute, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui sont trop fermés et qui traitent tous les athlètes comme si c'était des full débutants et qui sont vraiment plus dans la confrontation que dans la collaboration. Et quand tu as ton mot à dire, eh ben, ça fait une sorte d'embrouille ou quoi, alors que ce n'était pas le cas, tu vois. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a tous le même objectif. Et je pense que c'est vraiment intéressant de se focus là-dessus et de ne pas traiter tous les athlètes de la même façon, en fait. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, bon, après, dans ton cas, bon, tu es un athlète qui te connaît très bien, etc. Mais imaginons que 273, le jour J, tu l'aies loupé. Tu aurais changé d'avis? C'était une possibilité. Non, en vrai, je pense pas.
Je pense pas, parce que si 2,73 je le loupe le jour J, ça peut être dû à moi qui ai mal géré mon poids de corps, moi qui a mal géré la pression, donc le stress, et j'arrive, j'ai les jambes tremblantes sur le plateau. Ça peut être dû à un taper qui a mal fonctionné. Ça peut être dû en fait à plein de facteurs. Mais objectivement, quand tu pars d'une fatigue maximum 3 fois 1 à 270, tu peux pas mettre une hypothèse haute, la plus haute, la 3A, à 270,5. Tu vois, c'est pas cohérent. À la limite, si on met ça en 3B ou en 3C, ok, pourquoi pas, tu vois. On s'imagine que dans un scénario où je suis un peu moins bien que je l'ai été pendant la prep, je peux rester sur cette barre-là, ok, je veux bien l'entendre. Mais sur une hypothèse haute, genre on part d'un scénario optimiste quand même. Ouais. Un scénario optimiste, on peut pas se mettre dans ces conditions-là. Sur un scénario optimiste, il y a tout qui roule, je me sens bien, et on met 2,80, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord, je pense que là, il y a eu une confrontation de méthode, en fait. C'est que pour lui, c'était le dernier essai, c'est quelque chose que tu as réussi sur ton 3 fois 1, quoi. Il n'y a pas ce côté, qu'est-ce que toi t'en penses, comment tu vas avancer, et je pense que c'est compliqué. Ouais. C'est surtout, en fait, ce qui m'a frustré, il y a 66% de chances que tu loupes parce que j'avais fait les 2 premiers singles limite. Et quand on dit limite, c'est des squats qui sont passés sur la compétition en question, tu vois. C'est juste que c'était limite vis-à-vis de ses standards à lui qui étaient incroyablement élevés. Ouais, bien sûr. Ah, je suis d'accord. Est-ce que les gars, vous avez un dernier élément peut-être sur cette idée d'athlète coaché ou pas coaché? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Moi, je veux juste mentionner que Romain, il voulait balancer une question spontanée. Ça avait l'air super intéressant. C'est parti, Romain. Vas-y, on peut finir sur une petite question. J'allais dire, vous préférez un athlète qui est genre hyper exhaustif dans son retour, en mode vraiment, il va, comment dire, il va vous raconter tout du petit déjeuner jusqu'à comment il a dormi, ou alors quelqu'un qui, au contraire, il vous dit rien. Genre quelqu'un qui vous, peut-être, il vous noie de Ouais, détails. exhaustif, exhaustif. Ouais, de Ouais. fou. En fait, exhaustif si c'est à l'écrit. Ouais, Parce que en quelqu'un vocaux, ouais. d'exhaustif à l'oral, en fait, il est même plus exhaustif. Juste, il fait des vocaux de 15 minutes. Et après, genre, Mathieu, désolé, tu vas te prendre une balle. Mais Mathieu Poitvin, il m'a fait un audio l'autre jour. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Il a commencé son audio. Ouais, bon, alors le bench, pas grand-chose à dire. Et je vois l'audio, il fait 15 minutes. Et quand tu commences l'audio en disant le bench, pas grand chose à dire, et que tu finis comme ça, genre vraiment, c'est très drôle. Donc, les athlètes qui sont vraiment très exhaustifs et qui veulent vraiment penser à tout dire, il faut à tout prix qu'ils le fassent à l'écrit, parce que sinon, eux-mêmes, ils se perdent, et eux-mêmes, ils connaissent plus le fil, et souvent, ils oublient des trucs, tu vois. Donc, à la limite, un athlète qui dit pas grand chose, bah, moi, je le pousserais à plus détailler. Mais un athlète qui est déjà exhaustif, bah, juste fais ça à l'écrit, prends le temps de le faire à froid, comme ça, tout le monde est content, quoi. Mais du coup, tu penses que dans quelle situation tu serais le plus à l'aise entre demander à quelqu'un genre les éléments que tu veux avoir, ou alors vraiment lui dire ok, ça peut-être que c'est pas hyper important, etc. Tu vois. En fait, aller à la chasse aux informations ou alors essayer De trier. de trier, c'est tout aussi chiant en fait. Du coup, si c'est juste devoir trier un truc dans un texte et tout, déjà beaucoup moins contraignant que comme Souley, genre aller pêcher des informations genre dans des vocaux qui sont brouillés par plein d'informations dont j'ai pas besoin. Ouais, en vrai, c'est pas pour être antipathique, tu vois, genre les gens que je coach, tu vois, c'est quand même mes potos et tout. Mais vas-y, s'il y a trop d'informations qui sont pas clés, genre le temps que moi, quand je me m'assieds pour bosser et me dire comment je peux adapter ce que je fais là, si ça complique la tâche de ouf, bah, ça, c'est pas très agréable. Ouais. Je rajoute aussi un truc, je suis d'accord avec vous sur l'idée de plus on veut donner d'infos, plus il faut passer par de l'écrit. Parce qu'en fait, plus tu donnes d'infos, plus tu vas poser de questions à ton coach. Et en fait, si tu sais même plus ce que tu as posé comme question, en fait, la réponse, tu sais pas toujours ce que ton coach te répond et à quoi, en fait. Et ça, parfois, il y a des athlètes, je me souviens, j'avais dit ça à Lilian, sur le fait que l'avantage quand tu as un message écrit, c'est que tu as le message écrit, puis tu as la réponse. Et donc, en fait, quand tu cherches quelque chose, je sais pas, tu vas aller à l'entraînement et tu cherches, ah, il m'a dit de mettre ma main comme ci, comme ça, je lui avais demandé, ben, en fait, l'info, elle est là, en fait. Tandis que dans l'audio, qui commence avec pas grand-chose à dire, et puis en fait, tu as 15 minutes de contexte, c'est vachement compliqué, je trouve aussi, pour l'athlète, pour lui, qu'il ait une réponse qui soit utile, en fait. Parce que ce qui compte, et ça, j'en discutais, je ne sais plus avec qui j'en discutais, sur le fait, est-ce que c'est important d'avoir des retours quotidiens ou est-ce que c'est mieux hebdomadaire? En fait, ce qui compte, c'est pas la longueur des retours, c'est la qualité du retour. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu retires de ça, en fait? Parce que si tu as un audio de 15 minutes et qu'en fait, il y a une info importante,
je préfère quelqu'un qui me donne 5 minutes et qui en fait me donne 3 ou 4 infos importantes en fait. Parce que c'est ça qui va compter en fait. C'est qu'est-ce que tu vas devoir améliorer à l'entraînement et c'est pas la fréquence ni la longueur de l'audio qui détermine ça. Tu as des athlètes qui sont capables en 2 phrases de te dire ce que tu as besoin et et que toi tu puisses répondre. Et t'en as parfois, ils vont t'envoyer un vocal de 10 minutes après chaque séance et à la fin, tu as envie de lui dire mais qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce que tu vas améliorer, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Et ça, je pense qu'il y a des athlètes aussi qui devraient apprendre à faire des retours. C'est-à-dire que le coach apprend à faire des retours, mais parfois l'athlète, je pense qu'il a besoin aussi, lui, parfois tu as besoin de lui dire, écoute, moi j'ai besoin de savoir ça, j'ai besoin de savoir ça, j'ai besoin de savoir voilà, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, sur quel mouvement, à quel moment. Mais parfois, voilà, le message, il est trop long, en fait. Il noie le coach, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que je crois que j'ai perdu le fil, mais j'allais dire, je crois que en fait, c'est même mieux de faire en sorte, oui, c'est ça, pour l'athlète en fait, il faut se dire que le retour, il cherche à amener en fait, tu demandes une solution à un coach. C'est-à-dire que tu fais part d'un truc. Bon, si tout va bien, en général, c'est un truc très court. Tu vois, tu dis, je sais pas, rien à dire, la séance s'est bien passée, etc. Faut juste que je continue à faire la même chose et là, c'est parfait. C'est le meilleur scénario. Soit il faut se dire que tu vas avoir une problématique et que le but du coach, c'est de trouver une solution, ou en tout cas de t'aider à te proposer des pistes pour trouver une solution. Et plus la problématique va être compliquée, potentiellement, plus déjà ton coach il va avoir du mal à comprendre ce que tu veux lui dire. Ce que tu veux dire. Et ensuite, du coup, ça va être beaucoup plus difficile de formuler une solution adaptée. Donc, en fait, plus la question est simple, plus la solution peut être simple, en fait. Alors qu'à partir du moment où tu es peut-être noyé dans pas mal de trucs, en fait, tu sais même pas par où commencer. Mais je trouve que ça rejoint aussi, on en avait parlé, Romain, mais ça rejoint aussi la quantité de vidéos. C'est aussi, tu vois, il y a le message, mais aussi la quantité de vidéos. Le gars qui t'envoie trop de vidéos, il y a aussi le côté où quand tu vas regarder les vidéos, eh bien, le problème, c'est que ton attention, elle est, en tant que coach, quand tu prends le temps pour l'athlète, je veux dire, tu regardes ses vidéos, tu les analyses, tu notes des choses. Mais parfois, j'aime bien que l'athlète me choisisse une vidéo, il me transmet cette vidéo et il me dit sur celle-ci, je ne me suis pas senti bien du tout, ou sur celle-ci, je me suis senti super bien. Et je trouve que ça permet parfois, je trouve ça beaucoup plus simple pour un athlète, par exemple, quand tu lui montres 2 squats, par exemple, c'est beaucoup plus facile de voir un squat qui marche bien et un squat qui ne marche pas, que d'envoyer 10 squats. Et en fait, tu ne peux pas forcément choisir lequel est le meilleur, parce qu'en fait, il ne peut pas te donner le ressenti sur les 10 squats, quoi. Et ça, je pense que la quantité et la qualité, il ne faut pas la confondre. Du côté des athlètes aussi, parce qu'en fait, je pense qu'il y a toujours le coach, toujours l'idée qu'il faut qu'il fasse un retour qui soit adapté et tout, mais ça, je pense que c'est une évidence. C'est le but du coach, hein, c'est d'améliorer, c'est que l'athlète puisse progresser. Mais le rôle de l'athlète, c'est aussi, entre guillemets, d'être un bon athlète, enfin, un bon communicant, j'ai envie de dire, tu vois, de bien communiquer aussi de son côté. Et pour ça, faites des retours à froid. Moi, c'est le type que je donne tout le temps, mais le retour à chaud, déjà, il ne fonctionne pas ni pour vous, ni pour le coach en général. Faites un retour à froid, réfléchissez, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi quand vous faites votre retour. Parce que quand c'est à chaud et que ça s'est bien passé, c'est super, mais quand ça s'est mal passé, le retour à chaud, en général, il est très dévalorisant aussi, je trouve, pour certains athlètes. Ouais, bien résumé. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous avez une dernière petite question? Je pense que là, ça fait déjà quand même pas mal de questions. En tout cas, j'espère que le format vous a plu, un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui permet de traiter plus de choses et je pense qu'il pourrait apporter des informations à des athlètes. Comme d'habitude, hein, si vous voulez nous soutenir, vous savez qu'il faut partager le podcast, enfin liker, commenter, partager. Et puis, si vous souhaitez travailler avec nous, si ce qu'on peut proposer peut vous intéresser, eh bien, vous avez toutes les informations directement sur notre page Instagram. Si vous avez des recommandations de sujets également, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode.